Eh bien bonsoir et bienvenue à la conférence démembrement de propriété suite. Il est prévu donc de voir les droits et les pouvoirs de l'usufruitier et du nu propriétaire qui vont varier en fonction de la nature sur lesquelles repose le démembrement de propriété. Alors ce que je propose c'est que je présente et puis je laisserai bien sûr la place aux questions et aux échanges. Voici, les droits et les pouvoirs de l'usufruitier et du nu propriétaire varient en fonction, en fait, de la nature sur les biens sur lesquels repose le démembrement de propriété. On a vu la dernière fois les inconvénients du démembrement de propriété, et notamment la division ou la perte des pouvoirs de gestion entre usufruitier et nu propriétaire, et sur certains produits, l'incertitude sur le montant du revenu. Et c'est vrai que j'aime bien le démembrement, à la rigueur, j'aime bien le démembrement lorsqu'il s'exerce sur des parts de sociétés dans lesquelles, dans les statuts, j'ai résolu cette division, cette perte de pouvoir de gestion, au profit le plus souvent du fondateur. Mais je ne me sers pas du démembrement pour attribuer les pouvoirs aux AGO, aux usufruitiers et aux AGE, aux nus propriétaires, mais j'y reviendrai. Concernant les propriétés foncières rurales et les forêts, l'exploitation agricole constitue une universalité de fait, ça veut dire un tout. Et les droits de l'usufruitier, c'est d'exploiter, cultiver, jardiner. Il récolte le fruit de son travail, percevoir le fermage, résilier le bail, donner à bail, mais avec l'accord du nu propriétaire. Et c'est payer les charges de la propriété, notamment les impôts fonciers. Concernant les forêts, alors il faut bien comprendre que le Code civil a été établi en 1803 et que depuis, ça n'a pas toujours été mis à jour, et notamment sur les forêts, on va voir que les jurisprudences datent déjà anciennement. Si vous voulez bien couper vos micros, s'il vous plaît. Merci. Dans le droit, donc sur les forêts, le droit des parties sont variables selon le Code civil, l'usage constant, les pratiques locales, l'usage des anciens propriétaires, la nature de la forêt. Donc ça varie localement. Le principe, c'est que les droits de l'usufruitier s'exercent sur les taillis, les coupes et sur les coupes ordinaires des taillis. Et sur les futés, sur les prix des coupes réglées, c'est-à-dire les coupes régulières et périodiques. Et on va voir que la situation de l'usufruitier est peu enviable sur les forêts, notamment sur les peupleraies ou les sapinières. L'usufruitier ne peut pas porter atteinte aux arbres de haute futée, il peut simplement employer les arbres morts, arrachés, brisés par accident. Et sur les cas des peupliers, en principe, il s'agit de catégorie des arbres de haute futée, donc une coupe périodique. Mais pour les peupliers épars, l'usufruitier n'a droit à rien. Et pour les plantations réalisées en une seule fois, donc une coupe franche, eh bien tout revient au nu propriétaire. La situation est peu enviable, comme vous le voyez, pour l'usufruitier. Concernant les biens immobiliers, l'usufruitier, le droit de l'usufruitier, utiliser les meubles pour son propre usage, l'usus, l'occuper gratuitement, donner en location, en percevoir les revenus, le fructus, le droit d'utiliser l'immeuble conformément à sa destination. L'usufruitier de l'immeuble peut conclure seul les baux d'habitation d'une durée inférieure à 9 ans. Il peut seul donner congé, résilier le bail, quel qu'il soit, refuser de le renouveler. Et il doit obtenir l'accord du nu propriétaire de l'immeuble ou du juge pour la conclusion d'un bail commercial, artisanal ou rural. Et en cas de refus de renouvellement du bail, l'usufruitier est seul redevable de l'indemnité d'éviction au profit du locataire. L'usufruitier doit conserver la substance de la chose, il est tenu de la réparation d'entretien qui sont indispensables pour assurer la conservation de l'immeuble. Et à défaut d'entretien, il pourrait encourir la déchéance de l'usufruit. Alors que le nu propriétaire, en principe, il a la charge des grosses réparations au sens du 606 du Code civil, les toitures entières, les gros murs, les digues, les murs de soutènement et les clôtures en entier.
Et les grosses réparations, donc, ont en principe un caractère exceptionnel. Mais si le nu propriétaire peut contraindre l'usufruitier à prendre en charge les travaux d'entretien, la jurisprudence est constante pour affirmer qu'en aucun cas l'usufruitier ne peut contraindre le nu propriétaire à réaliser les gros travaux au sens du 606 du Code civil, même en cas de destruction du bien d'ailleurs. Et là, vous voyez, la jurisprudence est constante. La jurisprudence considère que le nu propriétaire n'a pas forcément les liquidités pour réaliser ces grosses réparations. Donc vous voyez que dans certaines situations où notamment le conjoint survivant opte pour la totalité du patrimoine en usufruit, ça peut le mettre dans une situation inconfortable. J'ai vu l'exemple d'une résidence familiale très ancienne depuis plusieurs générations, madame usufruitière, qui avance en âge, 3 étages dans la résidence familiale. Elle ne pouvait plus monter les escaliers et donc elle voulait se rapprocher de la grande ville, Rouen en l'occurrence, pour vivre dans une maison plus adaptée à son état physique. Et donc elle convoque ses enfants pour la vente de l'immeuble et les enfants ont refusé. Et les enfants ont refusé également de procéder aux grosses réparations. Il y avait des gros trous dans la toiture. Et madame était condamnée à rester dans sa résidence. Donc méfiance. Vous voyez, c'est un exemple d'un inconvénient du démembrement de propriété, notamment lorsqu'il s'exerce directement sur un immeuble. Donc voici les arrêts de la Cour de cassation qui écartent l'obligation pour le nu propriétaire de procéder aux grosses réparations. L'usufruitier ne peut que réclamer la plus-value des réparations qu'il aurait réalisées au moment de l'extinction de l'usufruit. Alors ça lui fait une belle jambe, mais il est décédé. Et en cas de destruction suite à un cas fortuit, vétusté, ni l'usufruitier ni le nu propriétaire n'ont l'obligation de rebâtir. Et si la compagnie d'assurance verse des sommes, c'est à l'usufruitier. Bail d'habitation sur un immeuble démembré. En qualité de bailleur, l'usufruitier est tenu des dépenses de grosses réparations, le nu propriétaire n'ayant aucune obligation vis-à-vis des locataires. C'est donc l'usufruitier qui, en principe, supporte la majeure partie des charges. Mais, et y compris les grosses réparations dès lors que le nu propriétaire refuse de les prendre en charge. Les contentieux sont nombreux, puis en plus, si vous ajoutez les indivisions sur la nue propriété, voire sur l'usufruit, ça fait mal. Donc, que recouvrent les dépenses d'entretien et les grosses réparations? C'est le pouvoir souverain du juge, mais en principe, le juge retient généralement non pas le montant de la dépense, mais la nature des travaux. Conservation de l'immeuble l'incombe au nu propriétaire, par exemple. Le ravalement des façades, le changement du chauffage central, de l'ascenseur sont considérés comme des réparations d'entretien qui relèvent de l'usufruitier. On a tout intérêt à prévoir par convention la répartition des pouvoirs et des charges entre usufruitier et nu propriétaire, mais n'est-il pas déjà trop tard pour passer une convention? Donc oui, la jurisprudence reconnaît la validité des conventions qui peuvent imposer au nu propriétaire les grosses réparations, voire une répartition aussi des dépenses d'entretien. Mais, encore faut-il l'accord. Alors, une des réponses qui peut régler tout ça, c'est détenir l'immeuble au travers d'une société civile et de mettre cette répartition-là, des charges notamment, dans les statuts. Voilà, arrêt commercial à l'arrêt Tabourdeau. Justement, la société civile a permis de faire face à l'éventuel refus du nu propriétaire à prendre en charge les grosses réparations. Qui participe aux assemblées des copropriétaires? Normalement, donc, est-ce que c'est l'usufruitier ou le nu propriétaire? En tous les cas, en aucun cas, ils ne peuvent ensemble voter. Donc, c'est le règle, c'est le plus souvent le mandataire. Donc, le mandataire commun, normalement qui est à défaut désigné par le président du tribunal de grande instance, mais l'usufruitier et le nu propriétaire peuvent s'opposer au règlement de copropriété par une convention contraire dûment notifiée au syndicat.
Le nu propriétaire, il n'a qu'un seul droit, c'est d'attendre le décès de l'usufruitier. Il a la charge des grosses réparations, sauf bien sûr si elles sont occasionnées par un défaut d'entretien de l'usufruitier, et on a vu que en aucun cas l'usufruitier ne peut contraindre le nu propriétaire à réaliser les gros travaux. Fin du démembrement sur un immeuble. Bien, il suffit de la vente. La vente, la cession de l'immeuble va mettre fin au démembrement de propriété. L'article 621 du Code civil qui nous dit qu'en cas de vente simultanée et de l'usufruit et de la nue propriété, le principe c'est le partage des liquidités, sauf accord pour reporter le démembrement de propriété sur d'autres biens. Encore faut-il avoir l'accord unanime. Mais la cession met fin au démembrement de propriété et il n'y a pas d'obligation d'emploi ou de remploi. Alors, il peut y avoir aussi des conventions, éventuellement une convention de quasi-usufruit, encore faut-il que les nus propriétaires soient d'accord. Et en cas de conflit sur la répartition des liquidités issues de la vente de l'immeuble, eh bien la règle, c'est le partage selon la valeur économique et non pas le barème fiscal. On verra la différence entre valeur fiscale, l'article 669 du Code général des impôts, et la valeur économique, avec la formule NP égale PP sur 1 plus I puissance N. Bon, voilà, mais c'est la jurisprudence constante qui dit que ça doit être sur la valeur économique, et on verra une prochaine fois toute la difficulté d'établir cette valeur économique. La valeur économique, normalement, c'est la valeur vénale. Donc, jurisprudence constante sur la répartition des liquidités. Et voici les arrêts. Fonds de commerce. Démembrement sur un fonds de commerce. Quelle est la répartition des droits et des pouvoirs de l'usufruitier entre usufruitier et nu propriétaire? Là aussi, un fonds de commerce est considéré comme un tout, une universalité de fait. Donc, à ce titre-là, l'usufruitier peut procéder à des arbitrages, vendre des éléments du fonds de commerce, en racheter. Il a le pouvoir de gérer, d'administrer. Il a droit aux bénéfices. Il peut appréhender en pleine propriété les bénéfices du fonds, après déduction des amortissements nécessaires à l'entretien et au renouvellement du matériel. Il peut aliéner seul les éléments qui composent le fonds de commerce, puisque c'est une universalité. Il exploite seul le fonds de commerce sans avoir à recueillir l'accord du nu propriétaire, sauf s'il souhaite en modifier l'usage, l'objet ou le céder. Et il est tenu de conserver la substance de la chose, voilà, sinon il pourrait encourir éventuellement la déchéance de son droit d'usufruit. En cas de refus de renouvellement du droit au bail par le propriétaire avec paiement d'une indemnité d'éviction, eh bien, le droit de l'usufruitier se reporte sur le montant de l'indemnité d'éviction. Et comme il s'agit d'une situation subie, le démembrement ici, le versement ici de l'indemnité, l'usufruitier exerce un quasi-usufruit. Quasi-usufruit, on l'a vu précédemment, je le rappelle, les choses dont on ne peut faire usage sans les consommer, telles que l'argent, les grains, les liqueurs, l'usufruitier a le droit de s'en servir à charge de rendre à son décès, et cette obligation de restitution se traduit par une créance déductible de l'actif successoral du nu propriétaire, encore faut-il qu'il y ait une succession. 587 du Code civil. Fin du démembrement sur le fonds de commerce. Si la valeur du fonds a progressé, l'usufruit et ses ayants droit n'ont pas droit à la plus-value. Et en cas de moins-value, le nu propriétaire subit la perte de la valeur, sauf si elle avait pour origine une gestion maladroite de l'usufruitier. Pour les meubles. Pour les meubles, particularité des meubles, ici, meubles meublants, les voitures, le matériel audiovisuel, les véhicules, l'usufruitier peut s'en servir librement, sans avoir de compte à rendre au nu propriétaire, et les choses vont s'user normalement avec le temps, il n'a pas l'obligation de renouveler. Valeurs mobilières de placement. Les valeurs mobilières de placement, l'arrêt Belley de 1983 considère un portefeuille de valeurs mobilières comme une universalité, un tout.
comme pour le fonds de commerce, et à ce titre-là, l'usufruitier va être autorisé à gérer seul le portefeuille de valeurs mobilières à charge d'en conserver la substance. Et on verra que l'obligation de conserver la substance se traduit par deux obligations pour l'usufruitier. En ce qui concerne les actions parts de société, l'usufruitier, il a droit au fruit, et le fruit, c'est le dividende, et non pas le bénéfice. Le nu propriétaire, il a droit aux actions gratuites distribuées aux actionnaires à la suite d'incorporation du réserve au capital, ou d'actions provenant de l'exercice d'un droit préférentiel de souscription. Pour les obligations, l'usufruitier, il a droit au coupon, et pour les SICAV et les fonds communs de placement, la doctrine est divisée, mais si c'est de capitalisation, ça ne dégage aucun revenu, et donc les droits de l'usufruitier, ils sont nuls, tout simplement. Voilà. Alors, on va voir qu'il y a quand même une spécificité pour les obligations qui sont détenues en direct. On a tout intérêt, quand vous avez un client, à distinguer les obligations qui sont détenues en direct pour les isoler sur un compte à part. Parce que lorsque les obligations, notamment il y a des banques, des clients qui ont souscrit des obligations de leur banque, s'il n'y a pas une gestion active et qu'on attend les échéances, le remboursement, il y a tout intérêt à les isoler. Pourquoi? Parce qu'au moment du remboursement de l'obligation, situation subie, des liquidités sont créditées au compte et là, l'usufruitier, il a droit sur ces liquidités-là à un quasi-usufruit. Alors que si ça fait partie du portefeuille mélangé dans le portefeuille de valeurs mobilières, il a droit à rien, il a droit uniquement au coupon. Donc, c'est plus pareil. Pour le PEA ne peut pas faire l'objet d'un démembrement de propriété. Pouvoir de l'usufruitier. Donc l'arrêt Belley, pardon, je vous ai dit, c'est 1998 et non pas 1993. Le démembrement ne s'exerce pas directement sur chaque titre, mais sur l'ensemble du portefeuille de valeurs mobilières. Et comme chaque arbitrage est considéré comme un acte d'administration, eh bien l'usufruitier peut gérer seul le portefeuille de valeurs mobilières à charge de conserver la substance. Alors, dans la pratique, il y a tout intérêt à ouvrir deux comptes. Un compte, non pas Inde, comme on peut voir, mais un compte usufruitier et un compte nu propriétaire. Parce que si on n'opère pas comme ça, l'administration fiscale, au moment du décès, sera en droit de dire « non, moi je taxe sur l'ensemble ». Donc l'usufruitier est autorisé à gérer seul le portefeuille de valeurs mobilières à charge de conserver la substance. Et donc, à ce titre-là, en principe, il devrait réinvestir les liquidités sans attendre, aussitôt, juste après une vente. Et selon la doctrine, une partie de la doctrine, il devrait également investir dans des titres qui seraient de même nature que ceux qui ont été vendus. Voilà. Remplacer aussitôt les titres cédés. Il doit aussi communiquer au nu propriétaire toute information sur l'évolution du portefeuille. Donc, bien suivre les opérations, et on a vu que s'il y a des obligations ou qui ne sont pas gérées activement, de les mettre bien de côté sur un compte pour attendre l'échéance, puisque l'usufruitier sera bénéficiaire du quasi-usufruit sur ces sommes-là. Par action de société. Part et action de société. Donc, j'invite le fait de distinguer le pouvoir d'affecter le bénéfice. Et ça, en principe, c'est l'usufruitier, sauf clause contraire. Le droit de distribuer un dividende et le droit au dividende. Alors, il y a une dizaine d'années, une quinzaine d'années, maintenant j'avais écrit un article de la revue française de comptabilité, puis on m'a demandé, mais M. Royal, pourquoi vous distinguez affectation, distribution je dis, affecter un bénéfice, c'est pas distribuer un dividende. Et on va voir que, attention, danger si on ne prévoit pas, parce que bien souvent on fait du démembrement pour conférer tous les pouvoirs à l'usufruitier. Bien, si les statuts ne précisent rien, comme la loi ne le précise pas,
Je pense que le droit de distribuer, la décision de distribuer un dividende, on n'a pas encore de jurisprudence sur ce sujet-là, mais elle revient au nu propriétaire, puisque si l'usufruitier il a le droit d'affecter le bénéfice, et comme affecter, c'est pas distribuer, puisque le 1844 du Code civil dit que toutes les décisions qui dépassent les pouvoirs de l'usufruitier, c'est le nu propriétaire, hein. Donc, j'estime que, enfin, c'est pas moi qui l'estime, selon la loi, indirectement, elle affirme que le nu propriétaire, c'est à lui que revient le pouvoir de distribuer ou non un dividende. Donc, dans les statuts, il y a tout intérêt à dire, par exemple, que le pouvoir d'affectation et le pouvoir de distribution, tout ce qui concerne les décisions qui concernent le bénéfice et le dividende reviennent à l'usufruitier. Sauf si, on va le voir, sauf s'il y a un pacte du trail. Parce que s'il y a un pacte du trail, les statuts doivent limiter les pouvoirs de l'usufruitier à l'affectation du bénéfice et non pas à décider de distribuer un dividende. Et on verra après qui a droit au dividende. Qui a droit au bénéfice, c'est la société. Voilà. Mais qui a droit au dividende, on verra qu'une partie revient au nu propriétaire, sauf clause contraire. Donc le bénéfice de l'exercice est affecté par l'usufruitier, mais ne lui appartient pas. Ne lui appartient pas. D'ailleurs, il y avait une histoire comme ça, je ne sais plus la jurisprudence 2012, je crois, décembre, on verra ça plus tard. Mais la décision était la suivante, dans une société, le bénéfice, il est affecté en réserve, les parts sont démembrées, et les réserves sont distribuées au profit des nus propriétaires. L'administration fiscale a réagi. Elle a dit, mais attendez là, vous êtes en train de transférer un patrimoine au nu propriétaire en franchise de droit de mutation à titre gratuit. Et on verra que non, il ne peut pas y avoir une libéralité. Pourquoi? Parce que le bénéfice, pour donner, il faut posséder. 3 conditions de la donation, il faut le posséder, puis il faut s'appauvrir, et puis il faut une intention libérale. Bon. Mais ici, il faut posséder. Une donation ne peut porter que sur des biens présents. Le bénéfice, il n'appartient pas à l'usufruitier, il appartient à la société. Donc, le fait pour l'usufruitier d'affecter le bénéfice en réserve ne peut pas être considéré, ne peut pas constituer une libéralité. Et donc, échappe au droit de mutation à titre gratuit. Bon, cela étant, je pense que l'administration fiscale pourrait attaquer sur le but principalement fiscal, tout simplement. Donc, méfiance. Donc voilà, affecter n'est pas distribué, un bénéfice n'est pas un dividende. Qui décide de distribuer le dividende? À qui revient le dividende? Donc, il faut prévoir tout ça dans les statuts pour éviter les conflits. On a le bénéfice de l'exercice. Le bénéfice de l'exercice peut être capitalisé ou être distribué, indépendamment que la société soit à l'IR ou à l'IS. On peut... ça ne concerne pas la fiscalité. Ici, on est vraiment sur la formation du bénéfice et du dividende. Donc, on peut éventuellement affecter le bénéfice de l'exercice ici en réserve facultative, en réserve statutaire, voire en report à nouveau. Alors, le report à nouveau pose problème, à mon sens. Le report à nouveau peut poser problème. Moi, ma pratique, c'est que je conseille toujours d'affecter en report à nouveau. Et je précise, on va le voir tout à l'heure, que le report à nouveau, je me méfie du juge parce qu'il peut considérer que le report à nouveau, au bout d'un certain temps, prend automatiquement le caractère de réserve. Et on va voir que si, à un moment donné, le dividende il est prélevé sur les réserves, les sommes prélevées sur les réserves reviennent au nu propriétaire. Vous vous rendez compte? Donc, je suis usufruitier, j'ai donné la nue propriété à mes enfants, je ne m'entends plus avec mes enfants, ils réclament le dividende parce que c'est eux qui décident de distribuer ou pas, et le dividende, comme toutes les sommes ont été portées en réserve, tout le dividende leur revient. Alors que l'usufruitier, lui, il s'est dit, moi je veux un revenu. Donc attention à cette affectation-là.
Je précise dans les statuts que le report à nouveau, c'est une décision d'affectation. Pour pas qu'ils perdent le caractère, qu'ils prennent le caractère automatiquement de réserve. Parce que l'ancien plan comptable général, bon, l'ancien 1983, mais aussi la comptabilité publique, dès lors que les sommes sont laissées en report à nouveau, elles prennent automatiquement le caractère de réserve, qui revient au nu propriétaire et non pas à l'usufruitier. Méfiance. Sinon, si les bénéfices n'est pas capitalisé dans la société, il peut être distribué. Il peut être distribué en liquidité, mais aussi par inscription en compte courant d'associé. Alors là aussi, j'attire l'attention de certains praticiens qui ont plutôt l'habitude, attention aux habitudes, d'inscrire systématiquement les sommes en compte courant d'associé. C'est dommage, parce que on aura l'occasion de le voir dans une autre formation, que le compte courant d'associé, l'inconvénient, c'est qu'il n'y a pas de transmission. Si j'inscris les bénéfices sur mon compte courant d'associé, c'est pas à un moment donné, si je décède, les sommes qui figurent sur ce compte courant d'associé seront pleinement imposables au droit de mutation à titre gratuit. Alors ma pratique, c'est de transmettre la quasi-totalité du capital aux enfants, mais ils sont majoritaires en capital, mais minoritaires en droit de vote, voire en droit financier, en dividende. Et après, j'ai plutôt tendance, si je n'ai pas besoin d'argent, moi, qui suis minoritaire en capital, mais majoritaire en droit de vote, à capitaliser en report à nouveau, parce que plus je capitalise en report à nouveau, plus les enfants s'enrichissent et plus je favorise la transmission. Distinction bénéfice-dividende, donc attention, l'affectation, ce n'est pas la distribution d'un dividende. Et voilà, alors c'est issu du Code de commerce. J'affecte le bénéfice, je constate les sommes distribuables après affectation et ensuite je décide de distribuer ou non un dividende. Donc c'est bien 3 opérations et j'invite les professionnels à bien distinguer ces 3 opérations. Les bénéfices réalisés ne participent de fruit qu'à partir de la décision prise en assemblée de distribuer un dividende et qu'avant cette décision-là de distribuer ou non un dividende, l'usufruitier n'a aucun droit sur les bénéfices. Ainsi, en affectant le bénéfice en réserve, il ne consent aucune donation puisque on a vu que, encore faut-il pour qu'il y ait donation, être propriétaire du bien. Or, on a vu que le bénéfice appartient à la société. Donc, affecter le bénéfice, 1844 du Code civil, l'usufruitier, sauf clause contraire. Pas pour les sociétés anonymes et les sociétés en commandite par action. D'ailleurs, on vient d'avoir une jurisprudence qui confirme que le 1844 ne s'applique pas aux sociétés anonymes et aux sociétés en commandite par action parce qu'ils font l'objet d'un texte spécial du Code de commerce qui précise que, sauf clause contraire, l'usufruitier, c'est les AGO et le nu propriétaire, ce sont les AGE. L'article 1844 a été réformé récemment. Voilà, les intentions du législateur, c'était d'assouplir les pouvoirs de décision entre usufruitier et nu propriétaire. Parce qu'auparavant, l'usufruitier, il avait l'affectation des bénéfices et c'était d'ordre public. On ne pouvait pas déroger à cette règle-là. Maintenant, oui. Et d'ailleurs, sur le pacte du travail, attention à la rédaction de la clause. Le pouvoir de l'usufruitier doit être strictement limité à l'affectation des bénéfices. Cette limitation-là, j'ai une réponse ministérielle tronc, ne concerne que les titres soumis à engagement. Donc attention, là aussi, à la rédaction des statuts de la clause. Composition, distribution du dividende. Est-ce que c'est le nu propriétaire? Donc on a vu, la société anonyme, le nu propriétaire, décision aux AGE, alors que toutes les autres sociétés, et y compris les sociétés civiles, puisque affecter un bénéfice, ce n'est pas distribuer un dividende, donc on en tire la conclusion que la décision de distribuer un dividende revient au nu propriétaire. Alors qu'elle revient pour l'usufruitier aux AGO,
des sociétés anonymes ou des sociétés en commandite par action. Le droit aux dividendes, donc ici, en principe, on pensait que c'était l'usufruitier qui avait droit aux dividendes. Bien non, on a deux arrêts, une chambre civile et une chambre commerciale, qui disent non, non, les sommes prélevées sur les réserves reviennent au nu propriétaire. Tout ça sauf clause contraire. Donc le droit aux dividendes, le fruit c'est le dividende, pas le bénéfice distribuable. Le fruit ne naît qu'à partir de la décision prise en assemblée de distribuer un dividende. Et à ce moment-là, voilà, on peut prélever éventuellement le dividende, à la fois sur les réserves facultatives, le report à nouveau et le bénéfice de l'exercice. Donc les réserves facultatives, enfin, les réserves qui ne sont pas statutaires, par opposition, puisqu'elles ne sont pas distribuables, celles-ci, elles sont partageables. Et pour les réserves facultatives, bien, les sommes, le dividende prélevé sur ces réserves-là reviennent au nu propriétaire. Donc voici les deux jurisprudences. Alors, on attend encore une troisième décision. Pourquoi? Parce qu'il y a des différences entre la première décision chambre commerciale, dit que oui, les deux chambres sont d'accord pour affirmer que les sommes prélevées sur les réserves reviennent au nu propriétaire. Mais la chambre commerciale, elle précise, qui est plus favorable, elle précise, oui, d'accord, mais quand même, puisque c'est servi pour les sommes qui sont le dividende qui est versé en liquidité, puisqu'il peut être aussi en liquidité ou en nature, mais pour les sommes versées en liquidité, l'usufruitier exerce un quasi-usufruit sur ces sommes-là. Donc l'usufruitier, en principe, il appréhende toutes les sommes. Donc attention là aussi à la rédaction des statuts. Donc voici les jurisprudences. Quasi-usufruit pour la chambre commerciale, avec, on a vu, la créance, la dette de restitution de l'usufruitier. Et la chambre civile, plus dure, non, le nu propriétaire, et il n'y a pas de possibilité d'en décider autrement. Donc les dividendes qui proviennent des bénéfices de l'exercice, bien sûr, c'est l'usufruitier, et celles qui proviennent aussi du report à nouveau. Alors, c'est là où, je vais passer assez rapidement, où je vous précisais qu'il y a un tout intérêt à préciser dans les statuts que le report à nouveau, il ne prend pas automatiquement le caractère de réserve. Il s'agit bien d'une décision d'affectation en report à nouveau. Pourquoi? Parce que l'ancien plan comptable, il y avait une transformation, une qualification du report à nouveau en réserve après 2 ans, et pour la comptabilité publique, c'est toujours le cas. Et d'ailleurs, pour un organisme qui est l'ANSA, le report à nouveau correspondant aux exercices antérieurs est assimilable à des réserves. Sur quel fondement? Donc j'écarte tout ça. Et la comptabilité publique. Les sommes qui proviennent d'une réduction de capital, le nu propriétaire. Capital parce que le nu propriétaire a la qualité d'associé. Et ça, on a une nouvelle jurisprudence fin de 2021 qui confirme que seul l'usufruitier n'a pas la qualité d'associé. Donc attention à l'affectation. Réflexion. Le nu propriétaire associé peut-il être privé de dividendes? Pourquoi? Parce que on nous explique que le droit fondamental d'un associé, le nu propriétaire est associé, c'est celui du vote et du dividende. Donc je pense qu'on peut priver. Alors, et j'ai l'article, la clause léonine du Code civil, 1844 du Code civil, qui me dit que on ne peut, la clause est interdite, celle qui prive un associé de tout droit au bénéfice ou qui l'impute de la totalité des pertes. Donc le nu propriétaire a la qualité d'associé, pas l'usufruitier. Donc voici la jurisprudence, la dernière du 1er décembre 2021, mais qui ne vient que confirmer, et notamment la Cour de justice de la Communauté européenne, qui est l'instance suprême. Et la clause léonine, on ne peut pas priver un associé de tout droit au bénéfice.
la Cour de justice de la Communauté européenne, la dernière jurisprudence de 2021. Et alors, il y a des subtilités pour, là aussi, alors moi je ne vais pas sur ce terrain-là, pour transmettre un patrimoine en franchise d'impôt. On a vu la possibilité d'affecter le bénéfice en réserve et ensuite de distribuer les réserves au profit des nus propriétaires. On a vu que ça ne pouvait pas constituer une libéralité parce que les bénéfices n'appartenaient pas à l'usufruitier. Et puis il y avait aussi une autre subtilité aussi, qui est toujours pratiquée. Je pars dans ce sens-là. Pourquoi? Parce que pour moi, c'est borderline. Mais c'est que moi qui apprécie ça. Donc il y avait une société aussi qui était démembrée en partie et les enfants étaient minoritaires en capital. Et par une clause de répartition inégalitaire de dividendes, il était précisé que pendant les 5 ans à venir, eh bien, les enfants minoritaires allaient percevoir la quasi-totalité du dividende. L'administration fiscale a réagi et elle a invoqué l'abus de droit fiscal. Pourquoi? Parce que les enfants étant minoritaires et s'ils touchent la majeure partie, voire la totalité du dividende, on opère bien une transmission en franchise de droit. Je ne parle pas de l'imposition du dividende, je parle concernant les droits de mutation à titre gratuit. Et la Cour a dit non, là aussi, puisque pour qu'il y ait donation, intention libérale, il faut toujours l'intention libérale, bon, elle n'était pas rapportée, mais il fallait surtout qu'une donation ne peut porter que sur un bien présent. Or, un dividende, il n'est pas né. Il n'est qu'à venir. Et une donation de bien venir, ça n'existe pas. Donc, il ne peut pas y avoir ici libéralité et non pas de taxation, droit de mutation à titre gratuit. Mais là encore, moi, ma pratique est un peu différente. C'est que je mets les enfants, je dis toujours quand c'est petit, c'est mignon. Donc, je mets les enfants majoritaires au capital. Et moi, le parent, il est minoritaire en capital, mais je détiens toujours les pouvoirs. Vous voyez, la société, notamment civile, la SAS, permettent de dissocier l'avoir. Donc l'avoir, je transmets le plus possible, parce que ce qui pique dans la fiscalité, ce n'est pas l'impôt sur le revenu, c'est sur le capital. Les droits de mutation à titre gratuit. Quand vous faites le calcul, ça va jusqu'à 45% quand même, comme taux marginal d'imposition, ça fait très mal. Donc, ma pratique, c'est d'associer tout de suite, dès la création des enfants mineurs, au capital de la société, dès lors que la société emprunte, puisque l'emprunt contracté par la société est déductible de la base taxable au droit de mutation à titre gratuit. Donc, chez moi, les enfants sont mineurs, voilà, et je me donne, moi, donateur, les parents, je me donne la possibilité, alors je n'ai pas besoin de faire du démembrement de propriété, puisque la société, elle ne vaut rien. Donc si je crée une société à capital de 1000, l'immeuble vaut 1 million, la dette est de 1 million, valeur transmise 1000. Donc attention au réflexe du démembrement de propriété qui peut créer des problèmes. Donc, vous voyez, et je me réserve éventuellement la majeure partie du dividende. Et voyez bien que je suis inattaquable, parce que si moi, étant minoritaire en capital, je me sers la majeure partie du dividende, je travaille pour l'administration fiscale. Pourquoi? Parce que mon taux marginal d'imposition, lorsque les enfants seront majeurs, il sera sans doute plus fort que celle de mes jeunes enfants. Donc en fait, en me donnant la possibilité de me distribuer un dividende majoritaire, je me pénalise fiscalement. Alors que si j'avais fait l'inverse, mes enfants étaient minoritaires et que je leur distribue la majeure partie du dividende, moi je ne fais pas. Voilà. Mais il y en a qui le font. Donc position de l'administration fiscale, donation indirecte, pas du tout. Décision de la Cour, absence de donation indirecte. Alors, la répartition du résultat, je ne le vois pas ici, mais la jurisprudence est constante pour affirme le 1844 du Code civil, qui dit que la part des bénéfices et des pertes est à proportion du capital, le tout sauf clause contraire. Le tout sauf clause contraire. Donc, là aussi, dans les statuts, introduisons toujours les clauses contraires, avec une possibilité de répartition inégalitaire du résultat.
On peut le faire, y compris dans les SARL. Dans les sociétés civiles, bien sûr, là, ça, c'est la liberté statutaire, mais il n'y a aucun texte dans le Code de commerce qui vienne contredire le Code civil. Donc, comme il n'y a pas de texte spécial, c'est le texte général qui l'emporte. Et l'administration fiscale reconnaît elle-même la possibilité, notamment dans les sociétés civiles, article 8, semi-transparente, qu'on puisse procéder à des répartitions inégalitaires du résultat. Vous voyez que j'aime bien, enfin, c'est moins pire quand le démembrement s'exerce sur les parts de société qui permettent d'organiser les pouvoirs. Pas de SARL. Pourquoi pas le SARL? J'aime pas la SARL. J'aime pas, j'aime bien, c'est un peu nul, hein, mais j'aime pas la SARL parce qu'une part égale une voix. Je ne peux pas dissocier l'avoir et le pouvoir. On verra notamment pour les économies fiscales, dissocier l'avoir et le pouvoir, waouh, c'est tip-top. Hein. Mais vous voyez qu'on a vu par exemple, quand l'usufruitier et le nu propriétaire se mettent d'accord pour vendre un immeuble, la règle, sauf accord des parties, mais la règle c'est le partage des liquidités. Le démembrement, la cession de l'immeuble directement, met fin au démembrement de propriété. On partage avec éventuellement les risques de conflit sur le montant du partage, puisque le partage doit être réalisé en cas de désaccord selon la valeur économique. Et qu'est-ce que la valeur économique? Ça va être quelle est la rentabilité annuelle du bien, notamment. Quelle espérance de vie? Ça, c'est moins grave. On peut se baser sur les tables des assurances vie ou de l'INSEE qui commencent à dater, mais autrement, c'est sujet à conflit. Mais regardez, vous voyez, j'ai un immeuble ici qui est démembré. L'usufruitier et le propriétaire décident de vendre, bah, c'est des liquidités. Alors, s'il peut y avoir une convention, mais quand ça ne s'entend pas, il faut se trouver toujours dans les situations les pires, non? Enfin, chez moi. Hein. Pourquoi? Parce que il n'y a que de l'humain dans la gestion de patrimoine, c'est que de l'humain. Donc, bon. Alors que si c'est une société civile, on va consolider le démembrement de propriété. Pourquoi? Parce que le démembrement porte sur des parts et non pas sur l'immeuble. Donc, lorsque l'immeuble est détenu directement, voilà, ici l'immeuble, hein, dans la société, il me faudra, moi, l'accord, l'usufruitier, il faudra l'accord éventuellement des nus propriétaires pour vendre les parts de la société, mais pas pour vendre l'immeuble. Si l'objet social de la société civile, c'est notamment la vente de l'immeuble, je déciderai, moi en tant que gérant, seul de la vente de l'immeuble. Et je réinvestirai les liquidités si je veux, ou je déciderai éventuellement de distribuer. Il est important en tout cas, quel que soit ici le démembrement, de conserver toujours des parts en pleine propriété pour avoir la qualité d'associé, parce que l'usufruitier n'a pas cette qualité-là. Et on va octroyer des droits particuliers aux parts ici que j'appelle des parts de préférence, ou des actions de préférence, il s'agit d'une SAS. Voilà, et donc, vous voyez bien que si je suis gérant de la société, je décide de vendre l'immeuble, la plus-value immobilière fait partie du résultat, et le résultat qui peut revenir à l'usufruitier. Alors attention, on a le texte fiscal de la répartition de l'impôt entre usufruitier et nu propriétaire, mais là on est sur le juridique. Et si vous ne précisez pas dans les statuts, la règle fiscale risque de s'appliquer. Et que dit la règle fiscale ? Elle dit qu'en principe, c'est l'usufruitier qui est imposable sur les bénéfices courants et le nu propriétaire sur les bénéfices exceptionnels. L'administration fiscale considère que, alors, le bénéfice exceptionnel, l'instruction fiscale précise que c'est la cession de l'immeuble ou la cession de titres de participation. Et elle considère que dans ces cas-là, c'est le nu propriétaire qui est redevable de l'impôt et donc c'est lui qui paye. Mais elle voit bien que le nu propriétaire n'a pas les fonds pour payer la plus-value immobilière. Et donc, elle établit la règle, elle précise dans BOFIP, sauf convention contraire conclue avant la clôture de l'exercice. Sauf convention contraire avant la clôture de l'exercice. Mais vous avez intérêt à écarter cette règle fiscale. Parce que l'administration fiscale, elle considère que la plus-value revient au nu propriétaire. Pas du tout. Pas du tout.
Donc, faut bien être vigilant à ça, hein, quand même. Mais, vous voyez que moi, je gère et je vais attribuer plutôt, éventuellement, le droit financier, le dividende, hein, le droit financier, c'est le dividende et le boni de liquidation. Bien, je vais octroyer le droit financier à moi, l'associé qui détient les parts de préférence. Vous voyez, je vais contourner, alors j'aime pas le mot contourner, mais je vais affaiblir les problèmes du démembrement de propriété en mettant des parts de préférence. Et ça va jouer sur les parts de préférence, les droits financiers. Pas entre usufruitier et nu-propriétaire, parce que j'aime pas ça. J'aime pas les relations entre usufruitier et nu-propriétaire. C'est toujours source de conflits. Pour éviter les conflits, j'écarte ça et c'est moi qui suis le patron parce que je suis et gérant et plein propriétaire de parts de préférence. Voilà l'avantage du démembrement sur les parts. La cession d'un actif détenu directement au démembrement met fin au démembrement et le partage, sauf accord pour réinvestir le bien en démembrement de propriété, alors qu'on a vu que la société civile consolide le démembrement parce que je n'ai pas du tout à faire un partage. C'est moi qui gère les liquidités. Ça change tout. Voilà. Et je vais éventuellement prélever la majeure partie du dividende. Donc, voilà, la société civile et la SAS, grâce à leur liberté statutaire, vont consolider le démembrement de propriété. Le démembrement, c'est bien, hein, on l'a vu précédemment, j'ai commencé un peu la formation en disant le démembrement, c'est bien quand ça n'existe pas, puis je vous ai fait, oups, quand je n'ai atténué les effets. Parce que c'est vrai que quand on est jeune et très riche, le démembrement écrase la base taxable, le droit de mutation à titre gratuit. Mais souvenez-vous, si on considère la fiscalité dans son ensemble, parfois il faut savoir donner la pleine propriété. Rappelez-vous, l'IFI. Rappelez-vous aussi, la donation de la nue propriété n'efface que la plus-value relative à la nue propriété. J'ai toujours une plus-value pendante sur l'usufruit. Et comment effacer une plus-value pendante sur un usufruit? Il faut mourir. Alors moi, optimiser la fiscalité, mais il faut mourir, je trouve ça un peu moyen quand même. Voilà. Donc je vais, avec la société civile, écraser la fiscalité également, mais je vais conserver les pouvoirs de gestion et également je vais combattre l'incertitude sur le montant du revenu. Donc je peux avoir du démembrement de propriété, il faut regarder, hein, mais pas toujours. Mais attention au réflexe du démembrement de propriété. Je vois hein, bien souvent, tiens, je vais faire du démembrement parce qu'on va régler la répartition des pouvoirs entre usufruitiers et les propriétaires. J'ai d'autres façons de le faire. Et quoi qu'il advienne, je détiens des actions ou des parts de préférence, et quoi qu'il arrive, je détiens tous les pouvoirs. Et l'essentiel du droit financier. Voilà, alors, comment on peut y arriver hein? Attention aussi sur la nature des titres. Je prends un exemple. Vous avez vu, pour moi, la meilleure arme de défiscalisation, c'est la transmission aux enfants. Transmission aux enfants, soit quand on crée la société, hein, puisque j'ai l'effet de levier de la dette, dès lors que la société va rembourser, puisqu'elle est des biens locatifs, elle va rembourser la dette contractée pour acquérir le bien, le plus souvent l'immeuble. C'est les enfants qui vont s'enrichir au fur et à mesure. La deuxième solution, c'est éventuellement de recourir au démembrement de propriété quand il n'est pas trop tard. Voilà. Parce que plus on est jeune, plus la valeur de la nue propriété est réduite. La troisième solution pour transmettre, c'est le pacte du trait, encore faut-il que ça porte sur une société opérationnelle. Et enfin, une quatrième solution pour transmettre, c'est la vente à soi-même. Je n'ai pas pensé à la transmission, mince. Donc je vais vendre mon immeuble, par exemple, à ma société dans laquelle je vais introduire les enfants majoritaires en capital et la société va emprunter. Pour m'acheter l'immeuble, faut-il que ce soit un immobilier locatif pour qu'on puisse rembourser la dette. Donc voici les 4 grandes solutions pour transmettre, sachant que vraiment, c'est la transmission qui coûte le plus cher. Le reste, c'est intéressant, mais on verra que plus je prends des dispositions et je focalise sur un impôt, plus j'ai des chances d'en alourdir d'autres. Je prends un exemple, notamment sur des
des dispositifs fiscaux. Ben, la plupart, pas tous, mais la plupart des dispositifs fiscaux, eh bien, je ne peux pas transmettre à mes enfants. Et quand on regarde de façon la fiscalité dans son ensemble, ben, on regarde que, attention à ne pas focaliser sur un impôt. Donc ici, j'apporte la pleine propriété à société, éventuellement, et puis ensuite, je donne la nue propriété. Alors, voilà. Ça, j'aime bien, mais attention. Alors, il faut regarder. S'agit-il, par exemple, si j'apporte un immeuble, l'apport est sujet à l'impôt sur la plus-value. L'apport est sujet à l'impôt sur la plus-value, mais j'apporte et ensuite, je donne la nue propriété. Alors que si je fais le mouvement inverse, je donne la nue propriété de mon immeuble. Ouais, mais si j'apporte l'usufruit et la nue propriété, ben, je vais avoir l'impôt sur la plus-value sur l'usufruit apporté. Donc, il faut regarder. Et en tous les cas, si j'apporte une société opérationnelle, par exemple, ou une société à l'IS, eh bien, à ce moment-là, j'apporte en report d'imposition de la plus-value. Vous connaissez le report, c'est à la mode, le report d'imposition de la plus-value. Donc, bon, critiquable, à mon sens. Mais quand j'apporte, bien souvent, c'est l'apport cession. Je vous invite à considérer également, entre-temps, l'apport et la donation. Pourquoi? Parce que dans les opérations d'apport-cession, il y a une seule chose qui efface une plus-value en report d'imposition, c'est la donation. Sinon, le report est maintenu. Quand un report est maintenu, c'est qu'il va vous tomber à un moment donné sur la tête. À moins de mourir, éventuellement, mais là aussi, il ne faut peut-être pas attendre de mourir pour optimiser la fiscalité. Donc voilà, j'apporte. Après, il peut y avoir la vente avec réinvestissement des liquidités de plus de 60% des liquidités dans les 2 ans, mais pensons à donner. Donner la nue propriété, ici on pourra, et la donation va effacer la plus-value en report, définitivement, la plus-value en report d'imposition, dès lors que le donataire conserve les titres 5 ans. Donc il faut s'y prendre, il faut y penser, il faut s'y prendre à l'avance. Oui. Je peux faire l'inverse, donner la nue propriété et on apporte l'usufruit et la nue propriété. Mais là, attention, j'ai des incertitudes également. J'ai une incertitude civile. La question est de savoir, est-ce qu'on peut reporter un démembrement de propriété? Je donne les titres, la nue propriété à mes enfants. Est-ce que c'est possible que moi, apporteur de l'usufruit des titres, je reçoive de l'usufruit de la holding et que les enfants reçoivent la nue propriété de la holding? Alors, l'administration fiscale dit oui, cela n'est pas contraire aux règles du droit civil. Mais j'ai quand même une réponse ministérielle du garde des Sceaux qui date de plus de 20 ans qui me dit ben non. Pourquoi? Pourquoi non? Parce que un apport doit conférer obligatoirement la qualité d'associé. Et chaque apporteur est rémunéré à proportion de ses apports. Or, on a vu que, encore confirmation de décembre 2021, que l'usufruitier n'a pas la qualité d'associé. Comment voulez-vous recevoir de l'usufruit des titres qui ne confèrent pas la qualité d'associé, alors qu'un apport doit conférer obligatoirement la qualité d'associé à proportion des apports? Alors, le risque, il n'est pas fiscal, puisque l'administration fiscale l'autorise. Mais pour moi, le risque, il est à un moment donné le nu propriétaire. Le nu propriétaire qui s'entend plus avec ses parents et qui attaque la société pour absence de cause, par exemple. Vous voyez? Donc, moi, je ne fais pas dans des schémas dans lesquels je ne peux pas revenir en arrière, comme ça. Il y a un risque humain, je ne fais pas. Je peux aussi donner la nue propriété de l'opérationnel, puis vendre de l'usufruit de la nue propriété, éventuellement, en quasi-usufruit sur les liquidités. Donc, on verra à la suite de cette formation, à cas d'application, c'est « Ah, tiens, on nous a dit que la donation efface la plus-value. Ah, la donation efface la plus-value. Donc, ben, je vais effacer pour partie la plus-value. Et puis, le quasi-usufruit. Donc, le schéma, le montage, parce que pour moi, ce n'est pas un schéma, c'est un montage fiscal, ce qu'on peut appliquer à... Dès lors qu'on peut appliquer un truc à tous les clients, moi, j'appelle un montage. Voilà.
Si je fais un peu du sur-mesure et j'adapte la solution, c'est un schéma qui correspond au client et c'est en général beaucoup plus solide qu'un montage purement fiscal. Sur le montage purement fiscal, j'y vais pas, mais c'est ma pratique. Donc là, ça consiste, alors l'idée est bonne, hein, mais bon, voilà, j'ai une entreprise, ah tiens, j'ai un acquéreur. On n'est pas encore d'accord sur le prix. La vente n'est pas parfaite, mais forte chance que je vende. Donc, avant, je vais donner la nue propriété. Je donne la nue propriété au plan fiscal. Je vais avoir les droits de mutation à titre gratuit sur la nue propriété, DMTG nue propriété. Et ensuite, on vend. On vend l'usufruit et on vend la nue propriété. On vend l'usufruit, attention, parce qu'on va avoir impôt sur la plus-value sur l'usufruit, IPV sur l'usufruit. Donc, au total, on a IPV sur l'usufruit plus DMTG sur la nue propriété. Et dans l'acte de donation à mes enfants, j'ai impérativement, dans l'acte, prévu une convention de quasi-usufruit en cas de vente de l'entreprise. Donc, ici, l'entreprise est vendue. Attention, il ne faut pas que la convention soit passée après parce qu'on a deux jurisprudences qui qualifient l'opération d'abus de droit pour réappropriation, pour un absence d'intention libérale. Et voilà, et liquidité ainsi obtenue, et hop, l'usufruitier, quasi-usufruitier, peut tout consommer, à charge de rendre à son décès, avec éventuellement l'obligation de restitution qui se traduit par une créance déductible de l'actif successoral. Bien, oui, il faut être vigilant. Il faut être vigilant. Il faut être vigilant, et puis moi je trouve ça cher. Voilà. Je trouve ça cher. On verra le coût, mais l'impôt sur la plus-value dans une entreprise qui vaut 6,4 millions, on verra l'exemple, hein, 6,4 millions, acquise 400 000, avec 3 enfants, tout ça. Bon, bah, la plus-value, elle est de 700 000 euros. C'est cher. Enfin. Et ou alors, tiens, il y a un schéma aussi, alors ça, le dernier, ici, le deuxième, hein, qui est le suivant. Alors ça, à mon avis, bon. Ouais, non, je rigole, parce qu'on l'a vu encore dans la presse il n'y a pas si longtemps que ça, et abus de droit. Alors, le schéma est le suivant, en cas de démembrement de propriété, vous savez, enfin, on le verra la prochaine fois, sur la valorisation de l'usufruit de la nue propriété, le barème fiscal, 669 du Code général des impôts, qui s'applique pour les mutations à titre gratuit, donation, succession. Et dès lors qu'on recourt à une mutation à titre onéreux, vente, apport, échange, partage, bien, on peut, et on doit d'ailleurs, recourir à la valeur économique qui est la valeur vénale. Donc, comme quelquefois, on verra une prochaine fois, que la valeur vénale est inférieure, la nue propriété est inférieure au barème fiscal, donc tiens, j'ai une idée, j'ai un immeuble là, j'apporte la nue propriété de l'immeuble à une société civile qui détient la nue propriété et je n'importe pas l'usufruit. Comme ça d'ailleurs, j'ai pas l'impôt sur la plus-value. Donc ce que j'appelle l'usufruit est en dehors. Donc, et comme il s'agit d'un apport ou d'une vente, eh bien, je retiens la valeur économique. Et la valeur économique, bien souvent, on verra l'exemple, où elle est divisée par 2 par rapport au barème fiscal. Si ma nue propriété au barème fiscal vaut 100, à 55 ans, si la rentabilité annuelle de l'immeuble est de 6% l'an, eh bien, je vais avoir la valeur de la nue propriété, la valeur économique, qui est de 50, au lieu de 100. Donc, j'apporte 50, valoriser la nue propriété de 50 au lieu de 100, à une société. Et ensuite, je donne les parts. Je donne les parts de la société. Je donne la pleine propriété des parts qui ne détient que de la nue propriété. La base taxable n'est pas de 100, elle est de 50. Donc, j'ai réduit la base taxable, j'ai divisé la base taxable par 2. Quelle était la motivation économique? Et en termes d'IFI, je ne vous raconte pas, parce que j'ai une double imposition à l'IFI.
C'est l'usufruitier, sauf exception, qui est redevable de l'IFI sur la valeur de la pleine propriété. On nous dit que le nu propriétaire n'a rien à déclarer, certes, mais là, il n'y a plus de nu propriétaire. Les enfants sont pleins propriétaires d'une société qui ne détient que de la nue propriété. Ah. Donc, il faut regarder. Hein. Je ne fais pas. Voilà, donc différents schémas. J'aime bien celui-là. J'aime bien dans les... Alors, on verra en principe. Hein, on verra tout ça. Peut-être pas encore dans le démembrement, mais j'apporte les titres de ma société ou l'immobilier exonéré de plus-value à la société. Je vais avoir les droits d'enregistrement. Et ensuite, je vais donner la nue propriété. Là, je peux donner la nue propriété sans problème. Vous voyez. Et à l'extinction de l'usufruit, au décès, souvent, l'usufruit va s'éteindre pour reconstituer la pleine propriété. Et la donation, ici, on aura toujours, on va écraser la fiscalité comme ça. Donation de la nue propriété, puis apport de l'usufruit de la nue propriété, aïe aïe, ça va piquer. Éventuellement aussi, hein, attention, il faut toujours penser à l'impôt sur la plus-value sur l'usufruit apporté. C'est ce qu'on a vu sur le casier usufruit de l'exemple. Je donne la nue propriété et ensuite on vend et usufruit la nue propriété. La nue propriété, la donation de la nue propriété a effacé la plus-value relative à la nue propriété. Avec ici, voilà, une incertitude juridique, on l'a vu sur le schéma de la subrogation conventionnelle, la subrogée remplacée. Ça veut dire que l'usufruitier est rémunéré par les titres de la société bénéficiaire de l'apport et le nu propriétaire par la nue propriété de la société bénéficiaire de l'apport. Donc, incertitude juridique. Plus pas de libéralité résiduelle ou graduelle. On verra ça dans un autre schéma. C'est une de mes préférences, ça, dans le schéma. Pourquoi? Parce que j'aime bien associer ce genre de transmission avec des libéralités résiduelles et graduelles qui vont me permettre, dans certaines situations, d'économiser une génération de droits de succession. Alors que si je fais l'inverse, je commence par du démembrement de propriété et j'apporte à une société, je ne peux pas imposer une libéralité résiduelle. Hein? Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de subrogation. Donc, on le voit dans les actes notariés, parfois, j'impose de conserver et de transmettre au décès. Non, puisque le texte me dit que c'est impossible. Alors que si je procède à l'inverse, je donne avec une libéralité graduelle ou résiduelle. Voilà l'incertitude juridique sur le schéma de la subrogation conventionnelle. Il y en a qui vous disent que le report du démembrement est impossible. Donc voici la réponse ministérielle de 2000. L'usufruitier n'a pas la qualité d'associé. Un apport ne peut être rémunéré que par des titres en pleine propriété. Et l'usufruitier des titres n'a pas la qualité d'associé. Et ce schéma-là, danger également, hein, on a vu, c'était uniquement pour pouvoir bénéficier du but principalement fiscal de valoriser la nue propriété, non pas d'échapper au 669 au barème fiscal, pour revendiquer la valeur économique, et donc il n'y avait pas d'autre but, donc abus de droit fiscal. Et notamment, une société, alors, à l'arrêt Saunier, alors avant, il y avait plein de jurisprudences qui l'autorisaient, hein, mais il y en avait deux, arrêt Saunier, arrêt du Stamberger, qui l'interdisaient quand même. Voilà. Et le motif du juge, c'est de dire, attendez, une société, 1832 du Code civil, elle est instituée entre associés, en vue de partager des bénéfices et de profiter des économies. Comment voulez-vous profiter des économies lorsqu'une société ne détient que de la nue propriété? Voilà. Et voici le schéma ici qu'on verra hein, à un moment donné, le schéma du casier usufruit. Voilà, nous terminons.
cette séance. Je voudrais vous entendre sur vos questions et vos suggestions d'amélioration, parce que je pense maintenir ce rythme de mardi. Alors, je ne sais pas combien de temps ça dure à chaque fois, hein. Voilà. Alors, vous pouvez prendre le micro, hein. C'est aussi bien que le chat. Attendez. Voilà. Alors, je n'ai pas le message. J'ai vu le message passer, mais je ne l'ai plus là. Vous pouvez me le dire? Ah oui, alors attendez. Bonsoir. Pour les membres d'un portefeuille d'action. Quand vous parlez d'avoir deux comptes, vous entendez par là d'avoir deux comptes, vous entendez par là deux comptes comptables et non pas deux comptes titres? Si, alors, quand on a des portefeuilles, merci. Quand on a des portefeuilles de valeurs mobilières, on n'a pas de compte comptable. Ce sont des comptes bancaires, en fait, hein. On n'a pas une comptabilité à tenir sur la gestion d'un portefeuille. Donc, c'est vraiment deux comptes bancaires bien distincts. D'un côté, j'ai les obligations sur lesquelles le client ne gère pas et il attend tranquillement le remboursement de l'obligation. Puisque ici, lorsque le démembrement prend fin, lorsque la situation est subie et non pas volontaire d'une des parties, ni usufruitier ni propriétaire, eh bien, il y a la naissance d'un quasi-usufruit automatique. Ce qui, notamment, se rencontre très souvent en cas de décès d'un conjoint. Les droits en usufruit, ben, en principe, le conjoint survivant, s'il a opté pour l'usufruit, bénéficie, situation subie, il n'a pas fait exprès de mourir, subie d'un quasi-usufruit. Bien, pour les obligations, c'est pareil, lorsqu'elle arrive à échéance, elle est remboursée et les droits de l'usufruitier, c'est l'exercice d'un quasi-usufruit sur ces sommes-là, contrairement au portefeuille d'un valeur mobilière. Je suis clair? Sinon, vous pouvez prendre le micro, hein. En termes de contenu, est-ce que ça vous convient? Est-ce que Oui, le contenu de ces interventions-là? À quelles améliorations vous suggérez? Bonsoir, moi j'aurais une question sur le dernier schéma qu'on a vu là avant le. Oui. Le cas où on vient à démembrer un immeuble, puis après vendre en portant le prix sur le Oui. pied. Celui-ci? Comment? On reporte le prix sur, pardon? Sur l'usufruitier. On reporte le prix à l'usufruitier pour créer un quasi-usufruit, justement. Oui, d'accord. Lors de la cession, donc on a une propriété, on est face à la plus-value, mais l'usufruit, du coup, on fait une évaluation économique aussi, alors. Oui, absolument. Absolument. Il s'agit d'une mutation à titre onéreux. D'accord. Et donc, du coup, deuxième question, si ce même bien a toujours été un bien de jouissance, comment on évalue la rentabilité? Ouais, alors, toujours pareil, hein, il faut trouver, si c'est possible, c'est un immeuble, donc vous allez dans le fichier de l'administration fiscale, je ne sais plus comment il s'appelle, s'il y a des biens comparables, qui sont loués, ou qui ont été vendus dans les 2 ans. Et vous avez, sinon, ben, vous établissez une valeur locative du marché. Donc, et c'est la méthode par comparaison qui prime toujours. À ce moment-là, on peut regarder simplement à combien sont loués des biens comparables. Oui. Et puis, en calculer, en déduire un taux de rendement locatif. Oui. Pour actualiser les loyers qui auraient été perçus. Oui, tout à fait. Absolument. Et la rentabilité, ben, vous allez l'avoir aussi établie éventuellement sur la valeur vénale de l'immeuble. Tout à fait. Et quand, voilà, oui, c'est la seule méthode, hein, c'est la méthode par comparaison, hein. Merci. D'autres questions? Produits de l'intermédiation bancaire et financière. Livrets de caisse d'épargne, les CODIVI, les livrets d'épargne populaire. Voilà.
l'usufruitier a droit aux intérêts crédités. Pour les bons de caisse, les comptes à terme, l'usufruitier a droit aux intérêts au jour du remboursement du prêt par la banque. Il ne s'agit pas de produits de capitalisation, mais de titres de créance non négociables qui constatent un prêt consenti à une banque dont le remboursement au terme comprend capital et intérêt. Bons et contrats de capitalisation, ça capitalise, donc la doctrine est divisée, mais donc il y en a qui considèrent que il y en a qui pourraient éventuellement avoir droit, y compris l'usufruitier a droit aux revenus, une partie des revenus capitalisés, aux intérêts aux revenus, au terme du contrat. Il exercera un quasi-usufruit sur les liquidités provenant du capital remboursé. Bon, moi je vois que dans les faits, il n'y a pas de fruit, donc l'usufruit, il a droit à rien. L'usufruitier n'a droit à rien. Comment distinguer la part, voilà la difficulté, comment distinguer la part des résultats qui proviennent des intérêts courus de ceux qui correspondent aux plus-values. Donc éventuellement ici, on peut, encore faut-il que tout le monde soit d'accord. Bon, alors, voilà. Il n'y a pas de gestion de patrimoine quand tout le monde, non, je plaisante, quand tout le monde est d'accord. Il faut prendre des dispositions pour consolider les pouvoirs des uns et des autres quand même, hein, et notamment les pouvoirs du donateur. Donc, on peut passer toujours une convention, hein, mais voilà. Contrat d'assurance vie, donc ici, deux démembrement du contrat, en principe impossible, et le démembrement de la clause bénéficiaire d'assurance vie. Démembrement du contrat à la souscription, il s'agit de reporter les droits démembrés de l'usufruitier et du nu propriétaire sur la souscription d'un contrat d'assurance vie. Donc l'objectif, alors je développe pas mal ici cet aspect-là, mais on va voir que c'est impossible. D'ailleurs, la plupart des compagnies d'assurance vie ne le font pas, refusent de procéder au démembrement du contrat en lui-même. L'usufruitier souhaite des revenus, le nu propriétaire souhaite investir en assurance vie et disposer plus tard de la pleine propriété au décès de l'usufruitier. Voici les interrogations sur la validité du démembrement du contrat. Au plan civil, la faculté de rachat est un droit personnel et non droit réel accordé au souscripteur du contrat. Or, il est impossible de démembrer des droits qui sont personnels. Deuxième incertitude juridique, les bénéficiaires sont désignés conjointement par l'usufruitier et le nu propriétaire, mais l'usufruitier peut-il désigner un bénéficiaire, puisque l'usufruit s'éteint à son décès pour reconstituer la pleine propriété? Donc, en principe, donc non. Au plan fiscal, interrogation, mais c'est l'accessoire, le plan fiscal, puisque si au plan juridique, c'est impossible, mais quel régime applicable au retrait? Ils sont conventionnellement qualifiés de fruits. L'usufruitier n'a pas droit au capital. Sont-ils taxables pour leur totalité? Si l'usufruitier n'effectue pas de rachat, n'y a-t-il pas transmission indirecte au profit des nus propriétaires? Voilà. N'y a-t-il pas novation du contrat, puisque le décès de l'usufruitier entraîne le passage du contrat qui va comporter deux souscripteurs à un seul souscripteur? Alors voilà, donc voici les avantages, donc je vous laisse lire et je passe sans commentaire. Un exemple de souscription du contrat. Sort du contrat démembré, l'usufruitier décède en premier ou c'est le nu propriétaire. Démembrement de la clause bénéficiaire. Oui, ça oui. Donc c'est courant même. Hein. Le démembrement de la clause bénéficiaire, donc c'est pas le démembrement du contrat en lui-même,
mais du capital qui sera versé par la compagnie d'assurance lors du dénouement du contrat. Et la naissance, le versement d'une somme d'argent va donner naissance à un quasi-usufruit. Donc, avantage objectif, possibilité de disposer au profit de deux personnes successivement par rapport, par exemple, le conjoint survivant usufruitier et ensuite les enfants, voire des petits-enfants. J'aime bien, moi, faire sauter les générations. Puisque l'assurance vie, sauf prime manifestement exagérée, échappe aux règles de la réserve et du rapport successoral. Objectif, conférer des pouvoirs étendus au conjoint quasi-usufruitier, transmettre au conjoint en limitant les risques de contestation des héritiers réservataires, protéger les enfants titulaires d'une créance de restitution, enfin bon, c'est bien eux quand même qui sont défavorisés, hein. Grâce à la créance de restitution, préserver les droits des enfants d'un premier lit qui ne sont pas héritiers du conjoint bénéficiaire. Alors, plus largement, je trouve dommage, sauf si c'est le souhait du client de déshériter ses enfants, mais comme j'entends souvent le client, je veux à la fois transmettre à mes enfants et protéger le conjoint. Ben, transmettre au profit du conjoint un capital, ce n'est pas forcément une bonne idée, parce que ce que vous transmettez au conjoint, c'est ce que vous ne transmettez pas aux enfants. Donc j'ai d'autres dispositifs. Le plus souvent, mes clients, c'est la priorité, c'est la transmission, la protection également du conjoint, mais vous avez vu qu'on peut assurer la protection d'une personne sans pour autant lui transmettre un capital. Donc j'ai plutôt tendance à transmettre, garder les pouvoirs au travers de techniques sociétaires et pas forcément transmettre un capital, sauf exception, au conjoint survivant. C'est pour ça que c'est vrai que le contrat de mariage est un outil également formidable pour protéger le conjoint, mais dans les faits, il est dommageable, au plan fiscal, en tout cas, de ne pas organiser au préalable sa transmission. Parce que plus on transmet tardivement, plus on va accroître les droits de mutation à titre gratuit. Non. Mais c'est comme pour la donation au dernier vivant. Quand vous allez, si le conjoint survivant opte, par exemple, pour des droits en pleine propriété, un quart en pleine propriété, puis les trois quarts en usufruit, les enfants n'héritent que de la nue propriété, pas cadeau pour eux, hein. Bien, attention. Surtout, en plus, qu'il y a des familles recomposées. Non. Je reviens quand même au démembrement de la clause bénéficiaire d'assurance vie. Donc, conséquence du démembrement de la clause bénéficiaire pour l'usufruitier va exercer un quasi-usufruit sur le capital versé par la compagnie. Il va en disposer librement, à charge de rendre à son décès l'équivalent au profit du nu propriétaire. Le droit du nu propriétaire, compte tenu de l'obligation de restitution de l'usufruitier, eh bien ça va se traduire par une créance de restitution de la succession de l'usufruitier qui sera déductible des droits de mutation à titre gratuit. Alors, en ce qui concerne l'application de l'abattement fiscal, ici, de 152 500 €, donc je vous ai donné le texte de l'instruction fiscale. Mais ce qui m'intéresse, pour moi, la fiscalité est intéressante, hein, mais ce qui m'intéresse, on est dans le droit et les pouvoirs de l'usufruitier et des nus propriétaires. On n'est pas dans la fiscalité. Mais voici la règle fiscale. Voici la règle également fiscale, et vous trouverez un exemple également dans l'instruction fiscale, en référence. Exemple de démembrement de la clause bénéficiaire. Monsieur a souscrit un contrat d'assurance vie avant 70 ans. Bénéficiaire, son épouse pour l'usufruit, ses enfants pour la nue propriété. Il décède. La compagnie verse à madame qui opte pour l'usufruit la somme de 100 000 € en franchise de droit de succession. Quasi-usufruitière, même puisque madame est exonérée, le conjoint survivant et les partenaires pacsés sont exonérés des droits de succession et de la taxe d'assurance vie.
Quasi usufruitière, madame a la libre disposition des capitaux. Plus tard, elle décède, l'usufruit s'éteint de deux choses l'une. Le quasi usufruitier n'a consommé que les intérêts de la somme de 100 000 et les intérêts et le capital, et il reste dans la succession 60 000 euros. Le quasi-usufruit, premier cas, la quasi-usufruit n'a consommé que les intérêts de la somme de 100 000 et le capital se trouve dans la succession. Donc actif, capital 100 000, passif, dette de restitution 100, taxable 0. Deuxième situation, le quasi-usufruitier a consommé les intérêts et une partie du capital et il reste 60 000 euros dans la succession. La dette de restitution constitue un passif successoral pour 100 000 et le solde 40 000 euros s'impute sur d'autres biens qui dépendent de la succession. Je vous ai mis ici une possibilité, il y en a plein d'autres, de rédaction de la clause bénéficiaire. Donc il y en a même peut-être qui sont mieux adaptés à chaque situation. Voilà, souscripteur assuré, monsieur, je vous laisse lire. Éventuellement les charges et les conditions. On écarte l'obligation de dresser un inventaire, de fournir caution, de faire emploi des capitaux. Alors, limite à la clause bénéficiaire démembrée. L'obligation d'emploi des sommes pour le conjoint survivant résulte du Code civil. Est-ce que cette obligation est applicable pour l'assurance vie? À mon sens, non, puisque un contrat d'assurance vie, sauf prime manifestement exagérée, ne fait pas partie du Code civil. Ils ne sont pas réintégrés dans la succession. Le réinvestissement dans un contrat d'assurance vie, où l'administration fiscale avait tenté d'attaquer. Pourquoi? Parce que je suis quasi usufruitière et avec les sommes, je réinvestis dans un contrat d'assurance vie partiellement exonéré. Donc, est-ce qu'il y a-t-il un risque d'abus de droit? Donc, on a eu une décision de la Cour d'appel de Douai, oui. Bon, mais... Donc, recommandation, établir lors de la délivrance des capitaux une convention de quasi-usufruit. La convention de quasi-usufruit va permettre de préciser les droits de l'usufruitier et du nu propriétaire, de rendre opposable à l'administration la dette de restitution. Liquidité. Démembrement sur des liquidités. On avait vu que, est-ce que les liquidités résultent d'une situation volontaire ou d'une situation subie? Et si les liquidités résultent d'une situation subie, qui ne résulte ni de fait de l'usufruitier, ni de celui du nu propriétaire, eh bien, les sommes sont sujettes au quasi-usufruit. Donc, origine du quasi-usufruit légal, les actifs monétaires qui existent au jour du démembrement, par le décès, avec le conjoint qui opte pour l'usufruit, le remboursement de créances, on a vu les exemples des obligations qui arrivent à échéance. À ce moment-là, les sommes sont soumises au quasi-usufruit. Les indemnités liées à la perte matérielle ou juridique d'un bien, les sommes sont versées par la compagnie à l'usufruitier, exercice d'un quasi-usufruit, et il n'y a aucune obligation pour l'usufruitier qui touche la somme à reconstruire les meubles. Voilà. Et on a vu que le quasi-usufruit est la situation très avantageuse, très particulière pour l'usufruitier qui est un quasi-propriétaire. Sinon, si l'usufruit, éventuellement, et les liquidités résultent d'un acte volontaire de l'usufruitier et du nu propriétaire, à ce moment-là, la règle, 621 du Code civil, la règle, c'est le partage des liquidités. Sauf, bien sûr, si l'usufruitier et le nu propriétaire conviennent de signer une convention de quasi-usufruit. Mais la règle, c'est partage des liquidités selon la valeur économique ou réinvestissement, accord pour réinvestir en démembrement de propriété.
Et en cas de conflit, on a vu que le partage doit se faire selon la valeur dite économique, on verra rapidement la formule la prochaine fois, et non pas selon le barème fiscal. Dette, emprunt, voilà la règle. L'emprunt, normalement, c'est l'usufruitier qui doit payer les intérêts de l'emprunt et le nu propriétaire le remboursement du capital. Pour les dettes, l'usufruitier supporte les charges usufructuaires, taxes d'habitation, taxes foncières, l'IFI, impôt sur le revenu, prestations d'aide alimentaire, prestations compensatoires.